Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, en cette série de vidéos spéciales Halloween, j'ai décidé de vous délocaliser le temps de l'une d'entre elles jusqu'en Australie, pays qui regorge de pépites entre fantastique, horreur, survie, série B voire expérimentale. Bah ça tombe bien, on est un peu dans un mélange de tout cela sur ce Razorback sorti en 1984, le premier film fiction au cinéma, enfin en tout cas très connu, si je me trompe. Au moins, je sais que c'est quand même celui-ci qui a lancé sa carrière, de Russell Mulcahy, avant Highlander, 2 ans après. Lui qui avait débuté dans les clips vidéo, notamment pour Duran Duran. Et il s'agit d'une coproduction de Hal McElroy, l'un des deux frères, qui ont lancé la carrière de Peter Weir, notamment avec les voitures qui ont mangé Paris, dont on a parlé il y a quelques semaines avec l'ami Stéphane Michel, que je salue parce que je sais qu'il regardera cette vidéo, lui passionné de cinéma australien. D'ailleurs, on trouve des grands noms, hein, de ce pays-là, avec Dean Semler, qui est le chef-op, notamment de Mad Max 2, il reviendra l'année d'après dans Mad Max 3. Il y a Everett De Roche, qui a fait beaucoup dans la Ozploitation, au niveau scénario. Ozploitation, c'est film de série B un peu de genre, comme on dit. Il a fait The Long Weekend, par exemple. Ou Patrick, pareil, il faut le voir, Patrick, bon, je sais pas, c'est un peu underground, mais ça a l'air sympathique. Et niveau acteur, actrice, bon, pas forcément des têtes connues, si ce n'est Bill O'Kerr, qui a été dans Gallipoli de Peter Weir, mais on retrouvera en l'américain Gregory Harrison. Sinon, on a pour la plupart des Australiens, comme Archie Whiteley, Chris Haywood, David Argue et Jenny Morris. Alors, Jenny Morris, elle a une histoire particulière, parce qu'elle n'est pas forcément reconnue en tant qu'actrice, mais plus scénariste, aux côtés de George Miller, voilà. Elle a, par exemple, participé à Happy Feet, ou à Babe, le premier du nom, que George Miller a scénarisé, peut-être réalisé en scred vite fait. Voilà, donc oui, on est vraiment ici dans l'essence pure d'un cinéma australien de monstres ici. Ça va être l'histoire d'une sorte de sanglier géant, le Razorback, qui va attaquer des gens. Mais on va dire que dans l'intrigue, c'est un peu plus subtil que cela. D'abord, on va suivre un certain Jack, joué par Bill O'Kerr, qui est un grand-père, qui a l'air heureux avec son petit-fils au tout début, mais justement, il va subir l'attaque de ce sanglier et l'enfant va disparaître. Il va être accusé, donc, à tort de meurtre, bien qu'on ne retrouve pas le corps en soi, et derrière, il va vouloir se venger de ce monstre. Il va devenir un peu le capitaine Ahab, vous savez, hein, de Moby Dick, à la quête illusoire, donc, de cette bestiole. Et c'est pas forcément joyeux, mais on le voit, il est déterminé. Et en parallèle, on va suivre une intrigue secondaire qui va bien sûr rejoindre la principale, avec une sorte de journaliste pour la défense des animaux, enfin je sais pas si elle est journaliste, mais en tout cas elle s'occupe de cette protection-là, Beth Winters, aux États-Unis, donc une américaine, qui est jouée par Jodie Morris, qui s'en va, voilà, pour faire une enquête sur des tueurs de kangourous. Sauf qu'une fois sur place, elle va être attaquée par des locaux, justement, des gens qui sont dérangés par sa présence. Elle va subir une tentative de viol, et elle va être pas du tout sauvée. Mais celle-ci va être interrompue, mais c'est par le Razorback qui va probablement aussi l'avaler, l'amener ailleurs dans son monde. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que son mari, Carl, qui était resté sur place, va partir à sa recherche. Et donc rencontrer Jack, qui lui aussi recherche le Razorback, etc. Et ces tueurs de kangourous qui travaillent dans une conserverie, qui sont un petit peu cinglés sur les bords. Comme souvent dans ces films australiens, on a toujours des personnages un peu hauts en couleur qui ont perdu peut-être le sens de la réalité ou pas. Façon de dénoncer aussi les descendants de ce colonialisme britannique qui a dénaturé l'Australie. Et évidemment, après, on va partir en traversée du désert ou autre, où d'ailleurs, le personnage de Carl va tomber sur celui de Sarah, un moment après un trip assez halluciné. Et c'est un film étonnant, parce qu'on me l'a présenté comme « Ouais, voyeux, il faut le voir un jour ». Voilà. Il n'est pas forcément très apprécié d'ailleurs de certains de mes éclaireurs, que ce soit sur Sens Critique ou Letterboxd. Mais c'est bien au-delà de la série B. Alors oui, c'est un film de survie, etc. Une sorte de dents de la mer à l'australienne, mais autrement. Spielberg, d'ailleurs, avait apprécié, je crois, ce film. Puisqu'on a un sanglier qu'on voit pas beaucoup, comme le requin des dents de la mer, et qui est ici en animatronique. Alors, avec le montage, ça rend super bien. On sent qu'ils ont eu des soucis pour tourner certaines scènes, pour qu'elles restent crédibles, simplement. Mais c'est justement dans le dynamisme de la mise en scène que ce côté film de monstre fonctionne bien. Je crois qu'en plus, on va dire que la construction de cette animatronique a rencontré quelques légers soucis de fonctionnement, comme souvent, hein, d'ailleurs, dans ce genre de film. Donc là-dessus, oui. Mais, ouais, il va beaucoup plus loin, Russell Mulcahy, avec son chef-op, justement, Dean Semler, dans le sens où il y a
des passages hallucinés. Alors je parlais de cette traversée du désert à un moment où tu as des... Voilà, comme tu es déshydraté, tu vois des trucs bizarres. Il y a cette scène un peu au milieu, là, qui est complètement folle, et où je me suis fait une plaisanterie à moi-même. Il y a une sorte de squelette de cheval mort qui sort du sol. J'ai un peu l'impression que c'est la revanche d'Artax. De... Ceux qui ont la ref, voilà, hein. La même année sortait l'histoire sans fin. Mais bon, bref, en tout cas, oui, à un moment tu te dis, mais on plonge dans le fantastique. Non, c'est juste le délire absolu du moment. Mais il n'y a pas que ça, il y a la photographie, donc justement, pure et dure, la cinématographie de ce chef-op forcément très connu, qui est très en vue sur les couleurs, des couchers de soleil ou justement des lumières qui sortent le film du réalisme. Et c'est magnifiquement joué dans ce sens, puisque c'est un film fantastique sur une bestiole qui est imaginaire, hein, si on veut, une chimère. Et donc, tu es dans quelque chose de très terre-à-terre qui sort un petit peu du lot par rapport à ces choix-là. Alors ça fait un peu clipesque aussi, mais je trouve qu'on est dans du pur cinéma, par contre, dans la construction. Ce qui fait d'ailleurs que sur le scénario ou la narration, c'est pas forcément ce qu'on peut attendre. Et j'aime bien. Alors le scénario en soi, il est simple. Bon, voilà. C'est adapté d'un roman qui n'a pas forcément été très célèbre. Mais dans l'idée de narrer, de faire des petites contre-pistes, j'ai envie de dire, en nous faisant croire, miroiter que ce personnage de Beth, donc l'américaine, va être l'une des héroïnes. Pas du tout. Pourtant, on nous la présente bien. En fait, c'est le mari qui est secondaire qui va être le héros. D'ailleurs, on nous la présente avec des clichés sur les États-Unis ou pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand à la télé, il y a des choses, bip bip, les fuck. Ouais, pardon, hein, je le dis, de toute façon, elle n'est pas monétisée cette vidéo. Hein. Voilà, YouTube, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, bah oui, c'est pour montrer aussi qu'aux États-Unis, tout est aseptisé, ça s'est pas forcément amélioré dans ce sens. Donc, c'est marrant parce que d'un côté aussi, on voit du point de vue américain les clichés qu'ils peuvent avoir sur l'Australie. Ah, il paraît qu'ils ont le téléphone maintenant. Oui, bon, c'est plus une plaisanterie qu'autre chose, mais ça aussi, c'est amusant. Et non, c'est pas elle qui sera le personnage principal. Donc. Et derrière, bah, ça se déroule, quoi, avec ces personnages très cinglés, hein, qui chassent les kangourous. La réflexion donc, aussi sur l'humain et la nature, c'est parfaitement dans le cadre de ce cinéma australien-là. Et derrière, bah, on va regarder les images surtout. Et le montage qui est particulier aussi. On pourrait dire des choses hein, sur le montage. Genre sur les scènes d'action, c'est nécessaire. Sur d'autres moments, c'est bizarre. Il y a des transitions qui sont étranges. Voilà, pour amener d'une scène à l'autre. Par exemple, avec un corbeau, comme ça, des trucs qui passent devant, les éoliennes. Ça donne presque un côté décalé au truc. Et ben, je sais pas, j'ai accroché. Alors, il y a des défauts, fatalement. Il y a des défauts d'un budget forcément limité, qui fait que aussi le film, par moments, se traîne, d'une certaine manière, parce que, bah, on est donc dans cette idée-là, et les personnages ont leur limite, on va dire, de développement, qui fait que, arrivé aux 2 tiers du film, passer la scène d'hallucination, quand on débarque avec le personnage de Sarah, on se demande pourquoi ils l'ont rajouté, ce n'est pour avoir un final intéressant, et même pas forcément exploité en ce sens. Même si toute la finalité dans cette conserverie, avec pour le coup une photographie bien plus sombre, qui permet aussi de jouer sur les contrastes de lumière et l'exploitation de l'animatronique sans trop en montrer, bon, ça fait son effet. Donc il y a beaucoup de choses qui sont super passionnantes dans ce film et que j'ai une tendresse en tout cas envers lui, même malgré donc ses limites. Et je comprends pourquoi il a pu marquer autant de gens, peut-être de ma génération qui l'ont vu plus jeune. Après tout, le film a fêté ses 40 ans cette année. Et ouais, j'aurais pu le découvrir à l'adolescence, j'aurais peut-être... Alors, je sais pas si j'aurais autant apprécié à l'adolescence, paradoxalement, en fait. Pour ce côté un peu expérimental, le trip bizarre, mais... Je sais pas, là c'est une découverte tardive en ce qui me concerne, et je voulais la faire et en parler donc pour Halloween. Alors, fut un temps, le film était sur Shadows, il ne l'est plus, voilà. Bon, il y a Walking Fright hein, sur Shadows, si vous voulez voir un autre film de exploitation assez un peu plus âpre quand même. Voilà, j'en parlerai peut-être un jour de celui-ci, peut-être l'année prochaine. C'est l'année prochaine qu'il fêtera ses 40 ans. Bon bref, restons sur ce Razorback. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de sa BO aussi, qui est très synthé d'époque, hein, de Ivor Davis, qui est, je crois, que compositeur du groupe Icehouse. Je connaissais un peu certains morceaux. Donc tout va bien là-dedans en fait. Il faut se laisser prendre par l'ambiance et l'atmosphère et accepter certaines... ouais, certaines limites, certainement, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien, et le film ne vieillit pas trop. Alors je sais que là j'ai vu une version peut-être remaster, mais visuellement ça passe bien encore. Voilà. Puis ça dépayse, et c'est beau l'Australie comme cadre de cinéma. Voilà.
Donc à vous la parole et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine, ciao.